La dernière fois que Frank Wren a échoué à sauver une fille dans le bunker, il a compté à rebours depuis la porte de Tyrion, et il se souvenait qu'elle n'avait pas crié, mais plutôt le fixait avec des yeux dorés écarquillés, alors que le plafond s'effondrait et que la tempête de feu l'emportait. Il se souvenait de la couleur de sa peau et de la forme de son visage, et pour une raison quelconque, toutes ces années plus tard, il se souvenait de la manière silencieuse dont elle était morte. Frank débarqua de la navette et entra dans l'air toxique de Varneuf, se demandant si cette roche désolée serait le lieu de son ultime numéro d'équilibriste. Valara 9 était une planète obscure qui n'a jamais été incluse sur les cartes de l'Union en raison du coût élevé de maintien d'une population invisible. L'air ici sentait les minéraux humides et la mousse bioluminescente pulsait faiblement le long de chaque crête de pierre, projetant tout dans des teintes maladives de bleu et de vert. Il n'y avait pas de vent ici. Alors Frank resserra son manteau en se dirigeant vers l'entrée d'un tunnel de Blackstone Coulann. Le mot signifiant « l'expression » avait ses origines dans un vieux dialecte. Mais dans ce contexte, elle désignait le marché de viande souterrain, où l'éthique et la richesse trouvaient leur fin. Logé dans les tunnels laissés par les anciennes villes minières, le Coulann était plus une tombe pour l'éthique qu'un marché. L'air était épais de la puanteur de la misère alors qu'il se promenait devant les vitrines abritant les serviteurs AY, leurs corps sculptés en œuvres d'art. Dans une échoppe, un androïde en forme d'enfant programmé pour réagir à la peur tressaillit automatiquement. Regarda la chose sous un autre angle. Un chanteur mutant dont les cordes vocales avaient été modifiées pour crier dans 4 octaves d'angoisse. Frank ignorait tout ce qui l'entourait. Il était là pour Cano Brett, l'homme qui avait trahi leur unité pendant la purge à la porte de Tyrion, un homme qui s'était éloigné pendant que des dizaines de piétons innocents brûlaient vifs et avaient laissé Frank porter le fardeau. Maintenant, Kane traitait de la chair gagnant sa réputation en vendant des esclaves aux riches et corrompus. Frank avait l'intention de lui tirer dessus. C'était la mission jusqu'à ce qu'il pose les yeux sur elle. La pièce était faiblement éclairée par des bandes de lumière, et il réalisa qu'elle était sa cible. Des murs de verre anciens enfermaient une plateforme, et dessus se tenait quelque chose ou quelqu'un de si éblouissant qu'il crut presque qu'il s'agissait d'une projection. Sa peau bleue ouragan brillait intensément contre un cadre élégant qui semblait trop frêle pour la soutenir. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules comme une eau sombre se regroupant à ses hanches, et ses yeux violets profonds, qui brillaient faiblement, étaient fixés sur rien, ni la pièce, ni la foule, ni même lui. Elle ne regardait pas, mais plutôt elle attendait. Il hésita avant d'agir, car son badge d'identification indiquait « classe empathique » de la lignée Talen. Les membres de sa race étaient autrefois vénérés pour leur capacité télépathique, qui leur permettait de se synchroniser avec les fréquences émotionnelles de tout ce qui les entourait. Cependant, la galaxie ne désirait plus la paix, mais plutôt le divertissement, et les cris des Tahlen devenaient addictifs. Elle avait probablement été vendue plusieurs fois comme amplificatrice émotionnelle équipée de biolink qui l'obligeait à endurer une stimulation constante. Elle avait un système neurologique qui lui permettait de répondre au plaisir ou à la douleur des autres. Son corps reflétait cela donc, si quelqu'un était en colère, son pouls s'accélérait, et elle tremblait. Elle avait vécu comme ça pendant 2 ans, mais maintenant, elle se tenait devant lui intacte, car la briser trop tôt réduirait sa valeur sur le marché. Frank sentit un changement dans son ventre, pas de la pitié, mais quelque chose de plus profond, plus ancien et familier. Puis, des ombres émergea une silhouette qu'il n'avait jamais vue auparavant, un mélange de pouvoir et de décomposition dans une peau humaine toujours suffisant et laid, et il fit un geste vers la fille. Avec un sourire malicieux, Frank a refusé de répondre. La ligne Purgin est presque une relique, et bien que la moitié de ses acheteurs s'y intéressent pour son esthétique, l'autre moitié est attirée par sa résonance. Il ressentait une tentation de lui trancher la gorge,
mais quelque chose l'en empêchait. Voix basse. Cano cligna des yeux et rit, puis demanda « Tu l'achètes ?» Frank ne se répéta pas. Elle n'est pas une marchandise bon marché. Frank sortit une clé crypto à état solide de sa poche et la jeta sur la table. La richesse qu'il contenait du sang crypté, assez pour acheter un quartier sans parler d'une fille. Cano siffla, comme s'il savait toujours comment s'échapper. Frank s'approcha de l'enclos, où les soigneurs utilisèrent une clé magnétique pour désengager le verrou neural. Le collier de la fille cligna une fois avant de se désactiver. Dès qu'il s'est éteint, quelque chose de subtil a changé dans ses yeux. Pas de la peur, mais de la curiosité. Mais quelque chose de subtil. Frank ne. Sans la toucher, il la fixa pendant une longue période avant de dire « Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais je ne suis pas ici pour te faire du mal. » Elle resta immobile et silencieuse, mais un léger rétrécissement de ses yeux indiqua qu'elle l'avait entendu, et il décida de se retourner et de s'en aller. 3 minutes plus tard, il a acculé Cano dans un couloir arrière, l'a poussé contre le mur et lui a tranché la gorge sans dire un mot. Cano gargouilla les yeux écarquillés, alors que le sang éclabousse les carreaux du sol. Frank a choisi de ne pas assister à sa mort. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange d'horreur et de choc. Peut-être comprenait-elle la signification de sa décision, de ne pas utiliser d'armes à bord, parce qu'elle avait vu pire. Frank, qui avait acheté sa liberté et tué pour elle, sentait qu'il n'avait rien à dire. Cependant, lorsque leurs yeux se rencontrèrent dans la faible lumière de la cabine, elle le regarda plus comme une question que comme une propriétaire, et à ce moment-là, il ressentit une montée de colère et de frustration. Le vaisseau atterrit avec un doux sifflement, mais le son fut englouti par la brume épaisse qui s'accrochait à la surface de la planète, comme un souffle retenu trop longtemps. Frank s'assit tranquillement, un moment, les mains reposant légèrement sur le tableau de bord. Son reflet vacillait dans l'écran. Ses yeux étaient plus sombres qu'auparavant. Il avait l'air d'un homme au bord de la mort, incertain de sa propre survie. Une étrange sensation s'était installée entre eux. Il préférait que la fille s'asseye derrière lui parce qu'elle n'avait pas bougé d'un pouce. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules comme de l'encre de soie, et sa peau bleue scintillait faiblement sous les lumières de la cabine. Frank se leva, prit son manteau sur le crochet près de la trappe et se tourna vers elle. Il ne dit rien, ne s'attendant à ce que quelqu'un réponde. Puis il entendit le bruit de l'une des portes qui s'ouvrait. L'air était vif et siffla en s'ouvrant, accompagné de l'odeur de mousse et de métal. Il sortit, laissant le froid le réveiller, puis s'arrêta pour regarder par-dessus son épaule. Elle se déplaçait avec une grâce qui ne venait pas de la confiance, mais de la peur habituelle, l'élégance de quelqu'un qui avait appris à survivre en restant invisible. La brume sur Valara 9 s'accrochait à tout. Elle s'enroulait autour de ses chevilles, alors qu'elle montait sur la plateforme d'atterrissage, serpentant dans ses cheveux et sur ses bras nus, comme si elle tentait de la toucher. Frank la conduisit ensuite sur un chemin étroit. Le chemin de pierre menait à la seule structure visible, les épines. Le domaine était connu sous ce nom par les habitants en raison de son architecture acérée, semblable à des vignes qui entouraient les balcons supérieurs comme du lierre de fer. La maison se tenait haute et tordue dans la brume, ses murs engloutis par la flore grimpante et des artefacts à moitié enfouis d'une époque révolue. Maintenant, elle lui appartenait uniquement. Avec un faible gémissement, il tapa un code et la porte s'ouvrit, mais elle hésita sur le seuil. Frank. Il entra dans la pièce silencieusement, ses bottes résonnant contre le carrelage d'obsidienne polie. Elle entra après un long moment, les épaules voûtées et les yeux plissés, comme si elle était une prisonnière attendant que sa cellule se ferme. Cependant, la porte resta ouverte jusqu'à ce qu'elle se scelle automatiquement après un certain temps, et elle tressaillit au sifflement.
Le hall était faiblement éclairé avec seulement de fins rayons de lumière pénétrant à travers des fentes verticales dans le plafond. Des champignons avaient pris racine dans certaines zones, projetant une douce teinte verte et violette sur les murs noirs. Frank poursuivit son chemin sans prendre la peine de vérifier si elle était passée par la deuxième porte, sur le côté droit de la salle de bain pour accéder à l'eau filtrée et à la nourriture automatisée. Il n'y avait aucun signe qu'elle était enfermée cependant. Frank s'arrêta au bas de l'escalier et se tourna vers elle. Elle se tenait juste à l'intérieur du seuil de la pièce, sa respiration superficielle et ses yeux allant du plafond au sol. Frank se souvenait du regard qu'elle avait eu juste avant l'effondrement du toit. C'était le même. Frank murmura « Personne ne va te toucher », murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois depuis Culon. Frank sentit une montée de curiosité en lui, alors qu'il hocha la tête vers les escaliers, lui disant d'aller dormir, manger ou ne rien faire. Elle resta immobile. Alors Frank se détourna, la laissant décider à son propre rythme. Il se versa un verre de whisky synthétique et regarda par la fenêtre fissurée le mur fissuré. Les pas tordus de Mademoiselle Forêt Brûlée résonnaient à travers la forêt humide en contrebas. 5 minutes plus tard, il respirait lentement et silencieusement, comme si quelque chose de significatif allait se produire. En entrant dans la pièce, il semblait anticiper quelque chose, comme si cela allait disparaître. La pièce était faiblement éclairée, avec des livres anciens alignés le long des murs. Il y avait un lit avec des draps propres, une couverture pliée et une cruche d'eau pleine à côté. À part cela, il n'y avait ni chaîne ni menottes, et elle resta immobile pendant un moment. Les heures passèrent, tandis que les lumières s'assombrissaient automatiquement. Avec le cycle lunaire à l'extérieur, une tempête murmurait à travers les arbres, effleurant les fenêtres de brume entraînées humides. Assise par terre au lieu du lit, son regard fixé sur la porte, elle ne pouvait pas dormir parce que la chambre n'avait aucun sens. Sa propreté signifiait toujours la douleur. La gentillesse n'était qu'un masque. Elle connaissait le schéma que tout le monde suivait, offrir du réconfort, attendre la confiance, puis détruire. Mais rien ne se passa. Frank en bas regardait un vieux rapport de Hollow scintiller contre le mur. Il ne voyait rien, mais ses pensées revenaient sans cesse à elle, sa peau calme et bleu-noir, sa respiration comme si elle s'était entraînée à éviter d'être détectée. Il versa un autre verre, mais il s'abstint de la toucher. Elle ressemblait à la fille qu'il n'avait pas pu sauver, pas physiquement, mais comme une plaie ressemble à celle qui vous a presque tué. Frank avait autrefois conduit des hommes à l'abattoir sculpter la paix, à travers le feu en silence, et maintenant, il avait ramené chez lui un reflet de tous ses échecs. Pourquoi il ne savait pas encore, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. En se remémorant leur départ inébranlable de Kulin Sarai, atteignit le dernier étage. D'un geste délicat, elle toucha la couverture comme si elle pouvait se dissoudre, et elle se blottit dans un coin s'endormant pour la première fois depuis plus d'1 an. Ce n'était pas parce qu'elle se sentait en sécurité, mais parce que pour une fois, personne ne lui avait dit comment se sentir. Peut-être que c'était suffisant pour lui permettre de se reposer pour l'instant. Elle s'est réveillée avant l'aube, mais sans sursaut. Dans cet endroit, elle n'entendait ni alarme, ni cri, ni voix rugueuse la tirant de son sommeil. Au lieu de cela, elle entendait le doux bruissement de l'air passant à travers les bouches d'aération ouvertes et le mouvement des ombres sur le mur, alors que la lumière du matin perçait à travers la brume. Pendant ce qui lui sembla une éternité, elle ne fit rien d'autre que d'écouter, car dans son passé, le silence avait toujours précédé quelque chose de pire, une punition, un test, ou pire encore un moment où il lui faisait croire qu'elle était en sécurité pour révéler ensuite que ce n'était qu'une façade et qu'ils auraient pu l'arracher. Rampant sous la couverture, elle frotta doucement ses doigts ensemble dans un rythme apaisant. Alors que je parcourais le tissu, je ressentais la chaleur, la douceur et l'authenticité du matériau. Le lit était étrange, mais il n'y avait ni tache, ni entrave, ni odeur d'autre.
Le seul parfum qui flottait dans la pièce était une légère poussière de lavande synthétique qui ne semblait pas naturelle. Mon corps me faisait mal, non pas à cause de la douleur, mais à cause du manque de liberté. En me redressant, je sentis ses longs cheveux tomber en avant sur mes épaules et s'accumuler dans mon giron comme une eau sombre. La teinte bleue de sa peau, qui avait pâti avec les années à cause. Elle se leva et tapota silencieusement ses pieds sur le sol en pierre, sa main suspendue au-dessus du panneau, attendant le choc électrique, la décharge neuronale ou le collier qui se déclencherait. Quand la porte s'est ouverte, son anticipation était palpable. D'un pas mesuré, elle entra dans le couloir, ses sens accordés à l'air au mur et à la température. Elle ne ressentait ni yeux, ni caméra, ni pulsation de scan invisible. Au lieu de cela, la lumière affluait des panneaux en hauteur et l'arôme de nourriture fraîchement cuisinée l'attirait. Dans la cuisine qui était plus lumineuse que le reste de la maison, mais loin d'être stérile, il y avait une légère picotement sur sa langue à chaque respiration. L'odeur du thé en infusion flottait dans la pièce, pas celle utilisée pour apaiser de vraies herbes, mais celle qui semblait avoir pénétré par une fissure près du plafond. Frank se tenait devant la cuisinière légèrement courbée, comme s'il essayait de ne pas prendre trop de place. Il portait un vieux pantalon et une chemise sombre, et il ne se retourna pas quand elle parla. Elle resta silencieuse en le regardant verser du thé dans 2 tasses. Finalement, il se retourna vers elle, et elle vit la même expression qu'il avait eue lorsqu'il avait tué son propriétaire, une profonde regret de la honte et un manque de satisfaction. Il parla doucement. « C'est à toi. » Elle resta près de la porte, mais il ne répondit pas. Il attrapa une des tasses et fit un geste vers la table en disant « Tu peux t'asseoir si tu veux. » Elle fit un petit pas à l'intérieur, mais s'arrêta net. Frank soupira, mais pas de frustration. Il posa la tasse de l'autre côté de la table, pas tout à fait assez près pour l'enfermer, mais toujours à portée de main. Le nom de Siri était sur le sien. Ses lèvres l'ont prise par surprise, et elle s'est tendue. « Tu connais mon nom ?» dit-elle, sa voix faible et rauque, après des années sans l'utiliser. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, et elle réalisa qu'elle n'avait pas prévu de parler aussi longtemps. Il se tourna vers elle, les bras croisés sur sa poitrine. À la lumière du jour, il avait l'air différent, pas plus jeune, mais moins comme un monstre juste épuisé, comme quelqu'un qui avait oublié comment vivre. « Je devrais me présenter correctement, » dit-il après un instant. Les yeux de Frank Wren se plissèrent légèrement en réponse. « Tu connais ce nom ?» Il hocha lentement la tête, comme pour dire « Tu le sais probablement. » Elle entra prudemment dans la pièce et Frank détourna le regard. Elle a dit « Tout simplement, j'étais. Ils ont dit que vous commandiez la division orbitale et que vous avez donné l'ordre de tirer. » Frank ne broncha pas, mais sa gorge se déplaça alors qu'il avalait quelque chose. Siri se tenait là, les doigts repliés à ses côtés. Elle ne comprenait pas pourquoi elle l'avait dit et ses instincts lui imploraient de fuir et de le frapper pour lui faire ressentir ce que son peuple avait ressenti. Cependant, il y avait quelque chose dans sa voix qui le faisait mentir et il restait impassible. J'ai essayé de passer outre l'ordre quand j'ai réalisé ce qui se passait, mais Frank a ajouté « plus doucement maintenant ». Malheureusement, au moment où je suis sorti de là, personne d'autre ne l'avait fait. Sirey avança à nouveau, et cette fois, elle pouvait sentir le poids de sa honte. L'empathie n'était pas seulement une compétence pour son espèce, c'était un fardeau. Il y avait une tempête constante de bruit des autres qui s'infiltrait sous ta peau. La plupart des Tal étaient entraînés à l'atténuer, mais malheureusement, son contrôle s'était fracturé après des années d'exposition émotionnelle forcée. Elle pouvait percevoir plus que sa culpabilité. Elle pouvait sentir le poids de celle-ci, le vide qu'elle avait créé en lui, et elle détestait que cela la fasse hésiter. Frank retourna à la table, passa ses doigts dans ses cheveux et s'assit. « Je ne vais pas te demander de me pardonner. Je ne le mérite pas, » dit-il.
Siri jeta un coup d'œil à la tasse une fois de plus avant de prendre place à l'autre bout de la table. Il s'est assis sans sourire, mais quelque chose dans ses épaules s'est détendu. « Je ne t'ai pas amené ici pour te posséder. Je ne pouvais pas te laisser à cet endroit encore une fois, » expliqua-t-il. Siri tenait la tasse dans ses mains pendant un moment, avant de parler. « Je ne pouvais pas te laisser dans cet endroit. Pas encore. » J'avais l'impression de devoir dire quelque chose, mais Frank est resté silencieux pendant longtemps. Puis il parla enfin. Enfin, de retour à Kakon, tu m'as regardé comme si tu reconnaissais quelque chose. Je ne voulais pas être le genre d'homme qui s'éloigne de ça, encore une fois. Elle observa sa mâchoire se contracter et ses yeux fixés sur le grain du bois de la table. « Tu ne me connais même pas, » dit-il. Un long silence s'installa entre eux, un silence rempli de réflexion plutôt que de tension. Après avoir fini son thé, Frank ne l'arrêta pas. « Pourriez-vous me montrer la maison un jour ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux ne croisant pas les siens. « Je ne sais pas, » admit-elle, et il hocha la tête. « Je ne sais pas ce que je suis sans être la possession de quelqu'un. » Elle hocha la tête une fois, et il répondit « Si tu veux le découvrir. » La chaleur l'a ancré, mais le silence ne l'étouffa pas. Elle se retourna et marqua une pause au milieu de la conversation. Frank resta assis à la table longtemps après que son thé soit devenu froid, fixant l'endroit où elle s'était assise et la façon dont elle avait prononcé son nom. C'était la première fois depuis des années qu'il ne se sentait pas comme un fantôme chez lui. Il a plus tard, dans l'après-midi, pas fort ni lourd, mais plutôt comme un murmure qui se répandait sur le toit. Frank se tenait sous le débord du balcon arrière, une tasse de thé tiède à la main, regardant l'eau glisser du toit. L'air était lourd de l'odeur de la mousse humide, alors Cash sentait la présence de Syrah, mais ne pouvait pas entendre ses pas. Les bras croisés et les longs cheveux lâchés tombant sur un côté, comme de l'encre, elle entra dans l'embrasure de la porte derrière lui. Son silence n'étant rompu que par la lumière du couloir qui illuminait sa peau et révélait les délicates teintes bleues sous sa clavicule. Depuis ce matin-là, quand elle l'avait remercié et avait prononcé son nom, elle était restée silencieuse. « Tu peux sortir », murmura-t-il. Elle hésita avant de mettre le pied sur le pont, ses pieds nus touchant la pierre froide, sans fléchir. Après un long silence, elle dit « Je me souviens de la pluie comme ça sur Elian Alti. » Le sourcil de Frank se leva pour s'enquérir de sa ville natale, et elle hocha la tête en accord. La pause qui suivit n'était pas vide, mais pulsait plutôt de poids et de ce genre d'énergie qui vient simplement du fait d'être seul. Sar s'approcha de la balustrade, y posa les mains et fixa la forêt. Elle était née dans la ville taillée dans le cristal vivant. Nos murs vibraient quand nous dormions non pas à cause des machines, mais à cause de nous, mon peuple. Nous étions connectés, et bien que nous ne parlions pas comme les humains, nous ressentions chaque émotion. Avant que quelque chose ne se fissure, elle avait quelque chose d'important à lui dire. Il l'entendit à peine. Ison continua d'expliquer que Frank, qui savait mieux que d'intervenir, me rejoignait souvent pour se faufiler dans le jardin des cœurs et cueillir des feuilles interdites. Chaque fois que nous étions pris, il affirmait toujours que les hautes voix lui pardonneraient plus rapidement parce que mon âme était plus douce. Une nuit, sa voix trembla un peu, alors que je rêvais d'une tempête, pas une métaphore, mais celle qui secourait vos os, et je me réveillais au bruit du verre, qui se brisait pas une seule fenêtre, mais toutes. Dans la première vague, mes parents ont été tués. Je l'ai ressenti avant de le voir, et mon frère a essayé de me protéger, mais il a crié pour qu'ils le prennent à la place. La prise de Frank sur la tasse se resserra, alors que les vaisseaux arborant des drapeaux de l'Union, mais sans un signe diplomate ou exigence, ouvraient simplement le feu sur nos habitants. Ils nous ont qualifiés de menaces à cause de nos capacités inhérentes qu'ils prétendaient déstabiliser des systèmes que d'autres espèces subissaient trop. Elle se tourna pour le regarder, mais son expression était celle de l'épuisement. J'ai été vendu 3 fois avant mes 16 ans. Elle a dit que chaque propriétaire était pire que le précédent. Il ne faisait même pas semblant de me traiter comme une personne,
Il se nourrissait de ce que je reflétais. Plus je ressentais de douleur, plus il prenait de plaisir. Si je résistais, sa voix se brisait. Si j'essayais de rester immobile, il prenait mon col humide et disait que j'étais très productif. C'était comme si j'étais un tout, pas un enfant. Ils ont testé mes réactions à la douleur, à la faim et à la terreur. Ils appelaient ça une calibration. La respiration de Frank tremblait plus qu'il ne l'avait prévu. J'ai été manipulé par les dispositifs d'aide pour ressentir des émotions que je ne voulais pas éprouver comme l'amour, la panique et l'extase. Elle évitait de regarder la douleur, mais le pire, c'était quand j'ai commencé à perdre la capacité de ressentir quoi que ce soit par moi-même. La pluie continuait de tomber, l'air en était lourd, et on aurait dit que la forêt écoutait. J'ai cessé d'utiliser mon nom qu'elle avait ajouté parce que personne d'autre ne le faisait. Et je suis devenu connu sous le nom de ça, la chose bleue, ou l'empathique. Frank a tendu le piège pour moi. Il baissa lentement la tasse et se mit à côté d'elle. « J'ai vu beaucoup d'horreurs, dit-il, mais je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. » Elle ne répondit rien. « Je ne sais pas comment améliorer ça, admit-il. Je ne pense pas pouvoir. » Frank la regarda. « Tu ne m'as rien demandé, dit-elle. Tu ne voulais pas que je te fasse sentir mieux, ou pire. Tu m'as juste laissé tranquille. » Il hocha lentement la tête. « Sais-tu à quel point c'est rare ?» ajouta-t-elle sa voix à peine audible au-dessus de la pluie. « Tu l'as dit comme si c'était à moi, continua-t-il. Pas un avertissement, pas une menace, juste une demande. » Frank déglutit difficilement en s'excusant pour tout. Elle l'observa longuement, avant de tendre la main et de toucher doucement la sienne. « Je ne te pardonne pas, dit-elle, mais je crois que tu es sincère. » Il retourna sa main et la ferma doucement autour de la sienne, ni serrée ni possessive, juste pour établir un contact humain réel et simple. La pluie se transforma en une brume autour d'eux et Siri se sentit de nouveau elle-même, non pas comme un outil, un écho des désirs de quelqu'un d'autre, mais comme, malgré ses cicatrices, elle se sentait de nouveau entière. Peut-être que son véritable but dans la vie n'était pas de servir ou d'être punie, mais de supporter jusqu'à un moment comme celui-ci, où quelqu'un la remarquerait sans avoir peur. Juste au moment où elle s'apprêtait à fuir une tempête soudaine, s'est abattue, remplissant l'air de l'odeur de terre humide et de fer. Puis, le tonnerre a grondé si fort que les murs ont tremblé, et les lumières ont clignoté 2 fois, avant de s'éteindre complètement, laissant la maison dans une obscurité totale. Frank, murmurant entre ses dents, jura doucement, en saisissant l'ancien. La lanterne à plasma fut tirée de l'étagère du couloir. Frank avait prévu de remplacer le générateur depuis des mois, mais la tempête l'avait enfin convaincu. Il n'hésita pas à se diriger vers le sous-sol lorsqu'il entendit quelque chose. Sirai était dans la bibliothèque recroquevillée à côté d'une fenêtre froide, ses doigts reposant sur la tranche d'un vieil ordinateur. Ce n'était pas la première fois que le générateur tombait en panne, mais c'était la première depuis son arrivée. Le domaine était ancien, alimenté par un mélange de batteries solaires en décomposition et de technologies Union récupérées jamais conçues pour résister au climat imprévisible de VH-Hara. Livre non lu, la panne de courant inattendue ne l'effrayait pas car elle avait survécu à pire. Cependant, la maison semblait différente maintenant que les lumières et le bourdonnement des vieux circuits ne fonctionnaient plus. Le silence s'intensifia alors que la tempête dehors secouait les fenêtres par des pulsations furieuses. Avec un moment d'hésitation, elle descendit les marches du sous-sol grognant en chemin, mais ses pas étaient légers et silencieux alors qu'elle descendait. L'air devint plus froid et plus humide lorsqu'elle atteignit le bas. Ses grognements résonnèrent, alors qu'elle l'entendait s'agenouiller à côté d'un boîtier de générateur fissuré, des outils éparpillés sur le sol et une lanterne à proximité appuyée sur une caisse. « Bon sang, ça a cramé !» murmura-t-il, plongeant une clé à molette et tournant avec force. Soudain, elle vit un éclat d'argent sur son flanc, la pointe de la lame d'un panneau exposé. Il n'avait pas remarqué que cela avait tranché proprement à travers le tissu et pénétré dans sa peau.
Il siffla de douleur et recula en titubant. « Franck !» appela-t-elle et entra dans la pièce. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. Elle se précipita vers lui en deux enjambées, ses mains soulevant doucement sa chemise déchirée pour examiner la plaie. C'était plus profond qu'il ne l'avait anticipé, avec un trou béant et du sang frais qui giclait. « Nous devons arrêter le saignement », dit-elle d'une voix ferme mais calme. Sans demander la permission, elle déchira le bord de sa tunique pour en faire un bandage, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle l'enroulait autour de sa taille et le pressait fermement contre la plaie. Franck siffla à nouveau, mais elle continua. « Tu as déjà fait ça. J'ai dû le faire », murmura-t-elle entre ses dents. Il se rapprochait dangereusement au point où elle pouvait sentir la température de sa peau changer sous ses doigts et entendre sa respiration alors qu'il inspirait et expirait. Elle toucha l'une des cicatrices sans y penser. Elle savait qu'elles étaient des marques Talen. Franck resta immobile. « Je les ai eues après la porte de Tyrion. » Il chuchota. « Quand j'ai réalisé à quoi j'avais participé, je me suis marqué avec le nom de chaque village qui a brûlé. Peut-être qu'en le portant avec moi, je n'oublierai pas. » Sa gorge se serra en lui disant « Tu n'as pas à le faire. J'en avais besoin. » Elle pressa fermement sa paume contre les cicatrices les plus graves, non pas avec force, mais avec une touche plus douce. Elle tenta de sauver une fille dont le père avait parlé pendant l'évacuation. La fille n'avait qu'une dizaine d'années, et elle resta silencieuse et immobile. Je l'ai portée à travers les tunnels, croyant que nous survivrions, mais l'explosion a détruit toute la sortie. J'étais le seul à rester conscient, et le sire est resté silencieux. Elle le fixait, mais pas le soldat, ni l'homme qui avait acheté sa liberté. Au lieu de cela, elle voyait son corps ensanglanté, enveloppé de douleur devant elle. À ce moment-là, elle ressentit une sensation inexplicable. Ressentant une envie irrésistible de toucher son visage, elle fit exactement cela. Ses doigts parcoururent sa mâchoire, traçant les lignes de sa barbe éraflée jusqu'à la petite cicatrice qui se trouve juste en dessous de sa tempe. Il ferma les yeux et elle l'embrassa sans aucune pompe ni cérémonie, un baiser qui n'était ni passionné ni lourd de promesses, mais plutôt délicat et prudent. Il ne l'avait pas demandé, et il ne l'avait pas attendu. Il était assis là, saignant et honteux, et il ne l'a jamais regardée comme si elle lui devait quoi que ce soit. Alors qu'elle se retirait, il la regardait, avec l'expression de quelqu'un qui avait parlé une langue qu'il comprenait presque, mais qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Il murmura son nom comme si c'était un secret, et elle se tenait là, les mains sur sa tunique déchirée, les essuyant. « Tu as besoin de te reposer. Tu perds trop de sang, » dit-elle, l'interrompant d'un regard qui disait « Je finirai le générateur ». Ses yeux s'écarquillèrent, et elle lui donna le plus léger sourire. Ensemble, ils s'assurèrent que je pouvais réparer ce qu'ils avaient cassé, alors il s'appuya contre le mur et laissa faire. Elle travaillait en silence, les manches retroussées.